خير مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء خاص التي ستكون استثنائيا باللغة الفرنسية. Bonsoir donc chers téléspectateurs, ce soir nous parlerons d'un comportement réprimé par la religion et par la loi, un comportement qui transgresse la frontière du droit et de la morale. Vieux comme le monde, ce comportement prend parfois une ampleur telle qu'il menace l'existence même des États. Vous l'aurez sans doute compris, il s'agit bien de la corruption. C'est de ce phénomène, ou plus exactement de sa dénonciation, qu'on discutera ce soir avec pour voile de fond la loi relative à la corruption votée récemment par le Parlement, qui a pour objectif d'incriminer la corruption sous toutes ses formes et de faciliter et appuyer la coopération internationale pour lutter contre le phénomène et le recouvrement d'avoirs mal acquis. Nous vous avons invité sur ce plateau M. Mohamed Abdelrahman Al-Marrakchi, député et président du groupe parlementaire de lutte contre la corruption à l'Assemblée nationale. Bonsoir M. Marrakchi. Nous avons invité également Maître Minoul Abdullah, qui est avocat, acteur de la société civile et président de l'association Publiez ce que vous payez. Bonsoir Maître Min. Et avec nous sur le plateau également notre confrère Mohamed Val Omer, qui est journaliste et observateur de la scène nationale. Bonsoir M. Mohamed Val. Et c'est avec vous, Monsieur le député, que nous allons commencer. Vous savez que l'Assemblée nationale a adopté au cours de sa récente session extraordinaire, en deuxième lecture, je crois, une loi relative à la lutte contre la corruption, comprenant 48 articles. Pouvez-vous, Monsieur le député, nous présenter cette loi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Je me suis amusé avant de venir regarder la définition de la corruption. J'ai trouvé quelques pages dans tous les différents dictionnaires, l'encyclopédie. On peut retenir quelques... c'est-à-dire, je vais résumer exactement ce que ça veut dire corruption. Tout d'abord, c'est le pourrissement. À l'origine, c'est le sens propre du mot. Pourrissement, mais donc il a été, dans le sens figuré, il y a malversation, subordination, pérification, déliquescence, malhonnêteté, détournement, pestilence, viciation, dépravation, immoralité, comportement de viande, ainsi de suite. Il y a tellement de sens à ce mot-là qui sont donc qui versent tous dans le domaine un peu sale, quoi. La corruption, donc c'est une altération. J'ai retenu une phrase. J'ai retenu surtout ce qui concerne la corruption des fonctionnaires, qui est qualifiée d'acte crime consistant à solliciter des titulaires d'un mandat électif, un fonctionnaire public, de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou civil, agent ou préposé de l'administration publique ou faisant appel à son intérêt personnel de faire ou de s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, acte juste ou non, mais non sujet à salaire. Et il y a aussi la corruption, il y a toute forme de corruption, il y a même la corruption électorale, qui est donc, moi en tant qu'élu, donc j'ai relevé qu'il y a la corruption électorale aussi, c'est le fait de détourner les électeurs, de les corrompre pour voter à quelqu'un, les acheter. Et ça, c'est une forme de corruption qui, heureusement, qui figure dans notre loi. Donc, le but de cette loi, elle a quelques objectifs. C'est d'abord poser les mesures visant à incriminer et sanctionner la corruption dans toutes ses formes, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la lutte contre la corruption, faciliter le gouvernement des avoirs mal acquis. Donc la corruption était traitée dans la loi mauritanienne, dans le code pénal, mais cette loi-là, spécifique, est une loi qui traite spécialement de la corruption. Donc cette loi, c'est une nouvelle loi qui introduit les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans notre arsenal juridique. Et ça, c'était une loi qui était attendue et qui nous met une façon de nous mettre aux normes internationales. Donc on ne peut pas vivre en marge du monde. Nous faisons partie de ce monde, nous sommes membres des Nations Unies et nous devons adopter cette loi à l'instar de beaucoup d'autres pays. Donc c'est une loi qui est dictée par la conjoncture internationale et par la coopération. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le monde est petit, c'est un village et
tout cesser. Donc, c'est une façon aussi de protéger notre économie, de protéger l'avenir de nos enfants. Parce que si nous n'avons pas une loi coercitive contre la corruption, qui prend toutes les formes, détournement de deniers publics, transfert de fonds à l'étranger, blanchiment d'argent, ainsi de suite. Et même ça peut porter parfois sur des crimes organisés. Donc la relation entre la corruption et les crimes organisés existe. Et donc c'est une façon de nous protéger notre pays. Donc c'est une loi qui est bienvenue. C'est essentiellement ça. Donc dans les détails, je pourrais... Maître Mine, ce cadre juridique, à votre avis, suffit-il à lui seul pour lutter contre un phénomène aussi complexe et grave que celui de la corruption? Tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vous remercie de cette invitation et de l'importance que vous accordez à ces fléaux, à cette pandémie, car les mass médias ont un rôle extrêmement important à jouer au niveau de la sensibilisation des populations sur ces phénomènes. On ne peut que se féliciter qu'il y ait une loi visant à combattre ce fléau. Il n'en reste pas moins que la corruption déjà été réprimée par le Code pénal. Et il y a d'autres conventions internationales qui ont été ratifiées par la Mauritanie aussi, qui visent justement à mettre en place des structures pour éradiquer ce fléau. Mais ce texte vient s'ajouter donc à d'autres. On peut se poser la question, est-ce qu'il va contribuer à éradiquer ou à combattre efficacement cette gangrène ou ce cancer? J'en doute fort, car il y a d'un côté des textes qui existent, qui sont bons, de plus en plus c'est des standards internationaux, mais le problème se situe surtout au niveau de leur application. D'abord, ceux qui sont appelés à les appliquer, parfois ignorent même l'existence de ces textes ou ne le comprennent pas très bien. Et ensuite, s'agissant particulièrement de la corruption, l'application me semble être très difficile dans un environnement, malgré la volonté politique affichée, aussi bien dans les déclarations qu'au niveau même des textes de l'arsenal juridique. On n'a pas connu, jusqu'à preuve contraire, un système de sanctions à l'endroit des corrupteurs et des corrompus. À ma connaissance, on a arrêté des personnes pour détournement de deniers publics, peut-être malversation, etc. Mais à ma connaissance, on n'a jamais sanctionné une personne pour avoir corrompu ou un corrompu pour avoir une personne qui peut avoir été un corrupteur ou pour avoir été corrompu. Donc, il y a là un grand fossé entre les textes d'un côté et la pratique de l'autre. C'est valable pour la corruption, c'est peut-être valable pour autre chose, mais la corruption elle-même mérite une attention plus particulière de la part des pouvoirs publics. D'autant plus que, malheureusement, on se rend compte que toutes les structures de contrôle qui ont été mises en place, qu'il s'agisse de l'IGE, qu'il s'agisse des inspections financières, qu'il s'agisse même de la Cour des comptes, on n'a pas vu pour autant des résultats probants sur la base des rapports qui sont de surcroît confidentiels. À partir du moment qu'ils sont confidentiels et sont remis à qui de droit, parfois ils ne sont pas publiés, on ne connaît pas le contenu et pour une raison ou pour une autre, on peut ne pas forcément donner une suite à ces rapports-là. Donc, l'absence de structures de contrôle efficaces, bien dotées, avec un personnel compétent, fait que, une fois de plus, le combat contre ce fléau reste extrêmement difficile. À défaut d'une structure organisée étatique, il y avait un autre recours, c'est celui de la magistrature. On reviendra là-dessus. C'est à ce niveau-là encore, malheureusement, on n'a pas du tout
ne joue pas pleinement son rôle de sanction, son rôle de justice à l'endroit des récalcitrants, à l'endroit de ceux qui s'adonnent à cette pratique malsaine, tout à fait une souillure, une tare, qui est la corruption. Revenir sur la définition, je ne pense pas que ça soit nécessaire, il y en a eu tellement, si ce n'est qu'on dit que c'est un agent public qui obtient quelque chose d'un agent privé ou pour son propre intérêt. Donc pour résumer, parce que on peut éviter quand même de rentrer dans cette... Tout à fait. Mohamed Fall, pour vous en tant que journaliste et observateur de la scène nationale, que représente pour vous le fait que le pays adopte déjà une loi dans ce domaine-là? Bon, ça représente quelque chose, parce que c'est un événement sans doute, parce que ça nous met au moins aux normes internationales. Mais je suis toujours sceptique moi-même, non seulement pour ce qu'a dit Maître, parce qu'il y a les lois, il y a leur application. Il y a une très grande différence. Il faut encore. Ça, c'est valable pour le droit de façon générale. Pour le droit, et particulièrement pour ce droit-là, qui quand même touche à des intérêts et qui touche à, disons, à des forces qui sont là et qui sont là depuis très longtemps, depuis trop longtemps, et qui se sont organisées parfois presque en mafia, qui sont des forces quand même qui sont là et qui résistent et qui refuseront de toutes les façons que ces lois soient appliquées. Et il y a autre chose qui me rend sceptique aussi. Très jeune, je ne sais pas si c'est une phrase que j'attribue à Nehru, je ne sais pas s'il l'a effectivement prononcée. Et quelqu'un lui avait demandé de lutter contre la corruption et de parler de la corruption. Et moi j'avais retenu cette phrase, il avait dit plus on parle de la corruption, plus la corruption devient une chose normale. Et ça, j'en ai peur parce que aussi dans notre corps social, c'est un acte parfois à la limite du normal. Et je vais vous dire comment on l'appelle. Graisser la barbe. C'est une expression populaire qui est connue et qui fait que graisse-lui la barbe, c'est pour qu'il te fasse un acte qui n'est pas mérité. Et c'est un peu ça. Donc, si on veut travailler, il faut partir à fond, il faut partir vers la racine du mal. C'est une racine, c'est une vision populaire, et c'est une sorte de lutte contre ce que moi j'appelle un qilab, un coup d'État dans nos valeurs. Il faut, par exemple, il faut remettre l'échelle des valeurs à sa juste position, dans sa juste position. Que notre société n'appelle pas le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, qu'elle n'appelle pas tfegrish, c'est-à-dire le courage, la force, qu'elle n'appelle pas. Certains voyaient même une redistribution de la richesse nationale. Ça, c'est une forme de gouvernement qui a existé en Mauritanie pendant une quinzaine d'années, et ça a été comme ça. Mais le plus grave pour moi, ce n'est pas l'action des gouvernements. Le plus grave pour moi, c'est la mentalité sociale, c'est l'acceptation sociale de ces mots et leur justification. C'est ça qui devient grave, et c'est ça contre lequel il faut s'élever. Et il faut s'élever, il faut déraciner le mal, aller au fond. Il faut qu'on mette, c'est-à-dire les vrais mots sur les vrais mots. Mots M-O-T-S et mots M-A-U-X. Tfegrish, bon, le vol des deniers publics, c'est pas du tfegrish, c'est pas du courage, c'est pas c'est pas de la bravoure, c'est un vol, qu'on le veuille ou non. Et donc il faut qu'on cesse d'adopter une attitude très hypocrite socialement. On est prêt à dénoncer la corruption. Moi, je suis prêt à dénoncer la corruption, mais ça ne m'empêche pas, de temps en temps, quand je passe devant quelqu'un, un gardien ou je ne veux pas nommer, il me dit on a besoin d'un thé. Ça ne m'empêche pas de donner. C'est un geste qu'on fait parce qu'eux, ils me concèdent que je suis quelque chose à qui je suis quelqu'un à qui on peut demander quelque chose. Et moi, je joue au jeu en faisant croire que je suis que j'ai une stature qu'ils n'ont pas. Et ça, on m'a corrompu en me donnant une statue que je n'ai pas. Voilà, une stature que je n'ai pas. Mais
j'ai corrompu, moi aussi. Et donc, il y a eu un échange qui est, à première vue, anodin. Mais au fond, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ce qui est grave, à mon avis, c'est justement la loi, je l'ai lue, j'ai parcouru, elle met le doigt dessus, c'est que tous les droits indus, parce qu'il y en a tellement. Le député a parlé de trucs électoraux, mais il y a tellement de choses à dire et j'espère qu'on va en parler. Mais moi, je vais jouer un peu aux journalistes aussi. Oui. Et je vais vous apprendre que les députés ici présents n'ont pas voté cette loi. Je voudrais bien savoir pourquoi. Justement, pourquoi, monsieur? Je commence par la fin, pour répondre à mon ami Mohamed Fall. Le premier vote, en première lecture, je ne sais pas là, j'étais à l'étranger, en mission parlementaire. Et elle a été votée. C'est d'ailleurs l'une des rares lois qui ont été votées en deuxième lecture. Elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, à la demande du gouvernement. C'est une loi très utile. Et je leur donne raison, si j'étais là, j'aurais voté. À mon retour, la loi est retournée en deuxième lecture, curieusement. Elle a passé par la Chambre haute, le Sénat, que je respecte. Ils ont introduit quelques amendements. Et j'ai estimé, moi, qu'il n'y avait pas besoin d'amendements, parce que la loi est tellement complète que le fait de mettre des amendements, ça relève de superflu. Je m'excuse, mais je respecte beaucoup cette Chambre-là. Donc, c'est plutôt un vote d'humeur que j'ai fait, parce que tout le monde, c'était un vote presque unanime. Il y avait 3 personnes qui n'ont pas voté. Moi, je faisais partie, parce que en séance plénière, j'ai demandé à ce que la loi soit votée dans son originalité et sans les amendements. Et les amendements ont été surtout touché le faux témoignage. Ils ont surtout touché l'article 35. Les sanctions, ils ont allégé, ils ont atténué. Voilà, ils ont un peu donné un package aux juges. Ils n'ont pas laissé aux juges sa faculté d'apprécier. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Je pense que nous avons des juges lesquels il faut laisser un peu d'appréciation, il faut laisser de la marge. C'est pourquoi j'ai voté contre, parce qu'en plénière, je me suis insurgé contre ces amendements-là, et pour être en accord avec ma conscience. Et je sais que cette loi a été faite. Moi, j'ai voté contre lorsqu'il y avait déjà presque l'unanimité qui avait voté pour. Mais de toute façon, c'est une loi qui a été votée. Maintenant, il faut l'appliquer. Alors, Maître Mine et Mohamed Omer ont tout à l'heure évoqué le problème de l'application de la loi. Vous, en tant que président d'un groupe parlementaire chargé de la lutte contre la corruption, quels sont les garde-fous qui ont été pris en considération justement pour l'application de la loi? Bon, tout d'abord, je vais dire que je suis d'accord avec Maître Mine et Mohamed Fall, que la corruption est un fléau qui touche le monde entier. Nous sommes un pays de tiers-monde. Même si c'est un fléau qui touche les pays occidentaux à très haut niveau. Et nous autres, nous sommes très pauvres. Alors, le fonctionnaire n'est pas à l'abri de la tentation parce que son salaire est maigre et il a des enfants à nourrir, et ainsi de suite. Et donc, c'est une loi extrêmement difficile à appliquer, mais nous sommes obligés, comme j'ai dit, pour les générations futures, de mettre en place un arsenal juridique qui nous protège. Peut-être que la Mauritanie sera un jour, on le souhaite, un pays émergent, un pays riche, les populations vivront décemment. Alors cette loi, on aura déjà pris une avance. Donc pour l'application de la loi, bien sûr, toute loi qui n'est pas vulgarisée ne peut pas être appliquée. Il faut la vulgariser, il faut une vulgarisation. Donc la société civile, les élus, la presse, et tout le monde doit contribuer sa contribution pour essayer de vulgariser cette loi, pour faire comprendre aux gens que la corruption est un fléau national, c'est dangereux, ça détruit les sociétés et ça fait aussi une injustice terrible parce qu'on voit des gens qui émergent, qui deviennent riches très rapidement grâce à la corruption, alors que d'autres n'ont pas les moyens de s'enrichir, deviennent de plus en plus pauvres et ça c'est le dos de la communauté nationale. Donc ça c'est une question de justice. Et en islam, comme nous sommes un pays musulman, ça c'est un phénomène interdit, banni par l'islam. Donc, la remarque de Omer, de Bakhchish, nous sommes un pays qui a une culture très spéciale.
parfois on fait des Ça choses pose, gratuitement. ça pose un problème de subjectivité même Ouais. du terme. Corruption. Mais c'est Le quoi cas la qu'a définition? évoqué Omer tout à l'heure, Ouais. peut-être ne pas considéré comme une corruption. Tu passes par un gardien qui te demande de quoi se payer un thé ou un truc, je ne sais pas si C'est bien ça. que je ne parle pas d'un gardien. mais- Les lois, vous savez que toutes les lois, actuellement, Ça, toutes c'est les la lois- main tendue, c'est pas. toutes les lois sont, actuellement, il faut le dire, sont élaborées en Occident. Ils n'ont pas, dans leur culture, il n'y a pas de. On ne donne rien à quelqu'un gratuitement, rien, Oui. absolument rien. Alors que nous avons la main sur le cœur. Et si on voit quelqu'un dans un état, on lui donne. Peut-être que c'est gratuit, sans qu'il nous rende un service. Parfois, Donc, oui, mais parfois. Parfois aussi, C'est à dessein, parfois. parfois c'est à dessein. Donc, C'est pour faciliter l'accès à une structure sanitaire, à un bureau, à un truc. donc, pour revenir à la loi, moi je pense que cette loi est une loi très complète parce qu'elle traite des dispositions générales, des discriminations, des sanctions, des procédures judiciaires applicables en la matière, des instances judiciaires compétentes parce que cette loi permet, donc il y aura des instances judiciaires compétentes qui seront créées à cette fin et les dispositions finales donc pour l'application. Donc c'est une loi très complète. Il y aura un tribunal spécial qui sera créé pour anticorruption. Il y aura aussi le parquet, il y aura un parquet contre la corruption, tout ça. Donc une fois que toutes les dispositions seront appliquées, vous aurez un arsenal complet. Il ne restera qu'à souhaiter que les gens comprennent que la corruption n'est pas dans l'intérêt des populations, ni dans l'intérêt des fonctionnaires, ni dans l'intérêt de la communauté. Et ça, je crois que c'est le rôle, entre autres, de la société civile qui doit jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation sur la gravité du phénomène, sur la lutte contre le phénomène. Permettez-moi d'abord de souligner que la tendance, d'être un peu générale, et particulièrement dans notre pays, c'est de ne pas donner toute l'importance requise à ce phénomène. Le banalise. Je trouve qu'à la limite même, ça se défend, c'est normal. C'est des pratiques ancestrales, séculaires. C'est de la générosité. C'est la générosité des uns et des autres. C'est le fait que c'est normal qu'on essaye. Pour certains, c'est même parfois la charité, soi-disant. Pour d'autres, une façon d'aider, une façon même de donner pour l'au-delà, etc. Et cela est d'autant plus grave qu'une fois que la corruption s'installe, et malheureusement, comme partout ailleurs d'ailleurs, et particulièrement en Afrique, elle s'est installée dans la Mauritanie. Et si elle s'est installée, il n'y a ni justice, il y a à la limite même, parfois, ça occasionne une certaine instabilité même politique, des dégâts terribles à tous les niveaux. Donc, on ne peut en aucun cas la minimiser ou juste la traiter comme n'importe quelle question qui se pose. Ce qui doit justement amener les uns et les autres, chacun à son niveau, à faire un travail de sensibilisation. Il est évident que la société civile doit jouer un grand rôle, d'autant plus qu'elle est sur le terrain, elle est en contact avec la population, elle a surtout connaissance de la corruption ou des actes de corruption qu'elle doit porter justement à l'attention de qui de droit, de la justice ou des organes concernés et bénéficier évidemment en retour d'une protection. Bon, je pense que la loi a prévu effectivement une certaine protection. C'est nouveau, c'est tout à fait nouveau. Et c'est même nécessaire que ceux qui dénoncent des actes de corruption soient protégés. Je ne dis pas récompensés, mais à la limite, mais au moins en tout cas protégés. Donc la société civile doit jouer son rôle, mais en même temps, les pouvoirs publics doivent l'impliquer pour jouer ce rôle et doivent être conscients que si la société civile n'est pas impliquée, on ne pourra pas combattre ce fléau. Et donc, les pouvoirs publics, il ne faut pas se faire d'illusions. Qui profite en fin de compte de la corruption? C'est d'abord et avant tout les pouvoirs publics.
c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le clientélisme politique, d'une part. D'autre part, c'est l'administration qui tire le maximum de profit, ou les agents publics corrompus qui tirent le maximum. C'est ce qu'on a appelé le statut social. On arrive à l'acquérir comment? Parfois et surtout grâce à l'enrichissement illicite, grâce à la corruption. Le député venait de dire du jour au lendemain, on devient une personnalité, on est entouré, on est courtisé, on est sollicité, etc. Grâce à quoi? Grâce à la corruption. Donc il y a ces effets néfastes, tant au niveau social qu'au niveau aussi économique. L'enrichissement illicite, l'absence de partage des richesses qui se retrouvent du jour au lendemain entre les mains d'un cénacle de quelques personnes qui en font ce que bon leur semble, etc. Sur le plan, je dis bien, politique, ça permet néanmoins que certains continuent à se maintenir grâce à cet enrichissement, grâce aux effets de la corruption. La société civile, alors, est là pour dénoncer, elle est là pour alarmer, elle est là pour dire aux uns et aux autres ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je pense que quand je parle de la société civile, je parle aussi et surtout de la presse, des mass médias. J'ai à le souligner, mais une fois de plus, le rôle de cette presse est fondamental. Aujourd'hui, on n'a plus peur du gendarme, on n'a même plus peur de la sanction judiciaire, mais on a peur qu'on voit sa photo sur un journal. Parce que là, ça touche socialement parlant. Là, il commence vraiment à se dire, et même sa famille commence à les dénoncer, parce que ça a des répercussions au niveau familial. Donc, la presse, une fois de plus, a un rôle extrêmement important qu'elle doit jouer au sein de cette société au sens large. Les organisations des droits de l'homme, évidemment, les organisations de développement, etc. Alors Mohamed Fall, c'est une question posée à tout le monde. Moi, je ne trouve pas de limite véritable entre corruption, gabegie, abus de confiance, détournement des deniers publics. Tout cela, c'est dans la même trame. Oui, on peut aller jusqu'à trafic de la drogue, jusqu'à trafic des armes, parce que tout ça, ça relève d'une même atmosphère qui, quand elle est délétère, quand elle accepte de jouer l'un des mots, les autres arrivent par la même fenêtre. Et là, je rebondis sur ce qu'ont dit le député et maître concernant l'achat des consciences politiques, l'achat des postes politiques. C'est fatalement là où aboutissent ce qu'on appelle les narco-États, ce qu'on appelle les États voyous. C'est ça qui a fait la déliquescence dans certains États. C'est parce qu'à un certain moment, l'appareil était si corrompu que ceux qui ont le plus d'argent et qui avaient le plus d'argent, c'est les gens qui étaient trafiquants. Et donc, ils ont acheté les États. Mais je voudrais revenir un peu à tout ça. Moi, je crois que tout ça, c'est la même chose. C'est la conception sociale que nous avons, c'est laquelle je reviens. Et il est arrivé un temps où en Mauritanie, par exemple, ce qui arrivait, c'était quoi? Et c'est les paroles d'un diplomate étranger qui me les avait dites alors que je travaillais dans un journal indépendant. Est-ce qu'il est plus grave d'acheter son pays plus que de le vendre? En général, on dit qu'il a vendu son pays et c'est très grave. Mais on a acheté aussi, on achète aussi son pays. On peut acheter. Est-ce que c'est grave? C'est très grave quand on achète son pays. C'est-à-dire quand on achète l'administration, quand on paye, quand on sait, on les connaît, les gens sont connus. Et c'est de notoriété. Mais c'est accepté, c'est banalisé. Et l'avantage de cette loi, c'est que à première lecture, je n'ai pas besoin d'une seconde lecture, quand on la trace, elle englobe tout. Elle englobe tout, y compris, moi je me suis retrouvé là-dedans en tant que dirigeant d'une entreprise de presse, parce que c'est traité, les agents d'une entreprise privée, etc., le corrupteur et le corrompu, c'est très grave. Et ça nous touche tous. Mais je ne voudrais pas, ici, je voudrais un peu atténuer l'accusation vis-à-vis des fonctionnaires et de l'administration. Ce n'est pas un phénomène seulement de l'administration, c'est un phénomène généralisé de toute la société. Et ce n'est pas, heureusement, tous les Mauritaniens, ni tous les fonctionnaires qui sont corrompus, pas du tout.
Et ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui sont corrompus, mais il y a beaucoup d'autres gens qui sont corrompus. Les hommes politiques sont corrompus parfois, ils se laissent corrompre. Et les partis politiques, ils se laissent corrompre parce qu'on leur achète des places, on leur achète beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui se font et qui sont qu'on peut mettre dans le cadre de la corruption. Le détournement des deniers publics, on a l'impression qu'on sent moins que la gravité que la corruption, parce que c'est ça que vous me demandez, le rapport entre les deux. On a l'impression que quand on vole l'État, que c'est un peu une manière de sa'ali, quoi. C'est la conscience des chevaleresques antiques. C'est une forme de ce que j'ai appelé tout à l'heure la bravoure, le tfegrish. Alors que la corruption, c'est en même temps vilain, c'est vilain quand on le dit, quand on en parle, mais c'est en même temps quelque chose d'accepté, de banalisé. Et ça, c'est ce que j'ai appelé une hypocrisie sociale. C'est une hypocrisie qui est là, qui fait qu'il faut remettre à l'ordre la vraie échelle des valeurs. La vraie échelle des valeurs, il faut être capable aussi de faire revivre les anciens concepts, parce que nos consciences tribales, collectives, ethniques, refusaient tout ce qui n'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal n'était pas accepté par le corps social, parce que la personne pouvait être bannie et on n'acceptait pas de venir en aide pour quelqu'un qui a fait du mal. Il y a des ensembles que je connais qui sont là, qui n'acceptent pas de cotiser pour quelqu'un qui a conduit sa voiture, qui a tué quelqu'un alors qu'il n'a pas de permis ou qu'il n'a pas d'assurance, pour cotiser pour quelqu'un qui a volé, qui a détourné. Et ça, c'est bien de faire revivre ça, de faire revivre les vraies valeurs qui ont animé cette société-là dans toutes ses composantes. Et là, je parle de toutes ses composantes. Elle a toujours eu des valeurs qui l'ont soutenue, qui l'ont empêché d'exploser, mais l'enrichissement illicite, tout enrichissement illicite, crée un déséquilibre extraordinaire, un déséquilibre social qui fait qu'il y a de nouvelles disons, ambitions pour des personnes qui n'en avaient pas ou qui ne pouvaient pas en avoir. Ce n'est pas interdit, mais ambition de quoi? Ambition de diriger. Alors ils s'élèvent contre les élites traditionnelles, etc. Donc il y a énormément de déséquilibre que ces phénomènes d'enrichissement illicite créent et provoquent, que nous devons voir rapidement. Et je crois que la société civile, comme il l'a dit, a son rôle. Et surtout, c'est elle qui est la première concernée. Sommes-nous un État corrompu, député? Je ne peux pas dire que nous sommes un État corrompu, mais il y a de la corruption. On se réfère essentiellement dans ce domaine à Transparency International qui nous classe 134e pays sur 177. En l'absence d'indicateurs nationaux, de chiffres. Bon, 134. Le 133e, c'est qui? Nous sommes 124e pays. 123e, c'est qui? 123e, c'est Guyana. Et le 126e, c'est l'Azerbaïdjan. C'est grave. Bon, de toute façon, moi, je ne peux pas dire que nous sommes un État corrompu, mais nous sommes ce que nous sommes parce que nous venons de loin d'abord. Parce que la corruption était ici, on l'appelait Tfegrish, comme l'a dit Omer. Et moi, je pense qu'il y a corruption et corruption. Il y a la corruption non visible, il y a de la petite corruption. Mais c'est tout de même une corruption. Mais c'est quand même une corruption. Mais il y a la corruption visible qui est très dangereuse, qui crève les yeux. Les gens qui se font corrompre au vu aussi de tout le monde, qui sont impunis, et qui sont là pour, comme l'a dit Omer, prendre l'ascenseur social et dépasser tout le monde en un clin d'œil. Ça, c'est très grave parce que tout le monde voudra arriver à cela. Stade, ouais. Parce que le fonctionnaire, sachant qu'il pourra faire 30 ans, 35 ans, sans arriver à avoir une maison, peut-être avec des difficultés. Le fonctionnaire ou l'homme d'affaires. Hein. Ou l'homme d'affaires. Ou le simple quand il voit son voisin, ou politique, quand il voit son voisin ou son ex-ami ou son parent ou son cousin ou quelqu'un d'autre qu'il connaît, arriver à être extrêmement riche en un laps de temps, il faudra bien être comme lui. Donc c'est ça qui est grave, c'est l'exemple. C'est le mauvais exemple qu'il faut éviter. Et moi je pense que cette loi-là, donc j'ai regardé, si vous me permettez, je vais vous donner quand même des grands chapitres, des chapitres saillants de cette loi, qui traitent
de la corruption d'agents publics nationaux et ce qu'on appelle, c'est bien défini les agents publics nationaux. Donc, c'est toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu'elle soit nommée ou élue à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté. Donc, personne n'y échappe. Donc, la corruption d'agents publics nationaux est punie d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 000 ou bien 1 million. Donc, moi, je pense que c'est sévère, mais c'est mérité. La corruption d'agents publics étrangers, il y a même, c'est prévu même la corruption de punir des agents publics étrangers, des fonctionnaires d'organisations internationales publiques. Parce que cette loi est une loi transnationale qui, comme j'ai dit, qui est dans l'arsenal juridique des Nations Unies, donc il est applicable, doit être applicable partout et de façon réciproque. Parmi tous les pays signataires doivent aussi chacun appliquer en ce qui le concerne, surtout en ce qui concerne des avoirs, des gens qui détournent de l'argent chez nous, qui vont aller les placer ailleurs. Ces avoirs, normalement, doivent retourner en Mauritanie une fois que les juridictions concernées statuent là-dessus et tout ça. Donc il y a la corruption dans les marchés publics, qui est aussi punie. Bon, nous avons le code des marchés publics, qui est un bon code, la loi 011-2011. Mais ça complète donc toutes les dispositions. Il y a des avantages injustifiés dans les marchés publics. Il y a même la corruption dans le secteur privé, qui est prévue encore d'être punie par la loi. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est une bonne chose. C'est très important, parce que le secteur public fait partie de la société mauritanienne, donc on ne peut pas vivre dans un vase clos. Secteur privé. Oui. Donc il y a la corruption aussi, ce qui est très important, accompli au cours des élections. Donc la personne encourt une privation pendant 10 ans de l'exercice de fonction électorale et l'exercice de fonction publique. Quelqu'un qui corrompt, quelqu'un pour voter pour lui, si c'est établi. Alors, moi je pense que ça va faire grincer beaucoup de dents, mais nous devons quand même éviter d'être indexés par des gens comme Transparency ou des gens comme étant des corrupteurs, même dans nos élections. C'est grave. C'est même catastrophique. Parce que les résultats, c'est quoi? Un monsieur qui achète des voix, un monsieur qui a été élu frauduleusement et qui ne mérite pas d'être élu. Donc c'est un mauvais législateur, c'est un mauvais législateur. Mais il est souvent difficile de prouver que tel a été corrompu ou tel a corrompu tel. Cette loi-là, donc je vais en venir pour la dénonciation, je vais en parler. Donc elle prévoit aussi la surfacturation des dépenses fictives, parce que les gens sont habitués ici à la surfacturation. Tout ce qui est pour l'État doit être surfacturé. Donc là, c'est puni par la loi, c'est vraiment puni, de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Et d'une amende qui est supérieure, qui est très importante aussi. Il y a l'exonération des franchises illégales. Il y a aussi le trafic d'influence, qui est très courant dans notre société, qui est puni. Un emprisonnement de 2 à 5 ans, d'une amende de 500 000 à 1 million, à quelqu'un qui promet, offre ou accorde à un agent public, toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que le dit agent public ou la personne abuse son influence réelle supposée en vue d'obtenir une administration d'une autorité publique, un avantage indu. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quelqu'un qui fait le trafic d'influence, qui demande quelque chose, une chose à laquelle il n'a pas droit, pour lui ou pour quelqu'un d'autre, et qui abuse de son statut de député, par exemple, et il tombe sous le coup de la loi. Donc, s'il sait, parce que nul n'est censé ignorer la loi, moi je sais, en tant que député, si je viens demander quelque chose, une chose à laquelle je n'ai pas droit, et j'insiste, et je fais valoir mon statut de député, tout ça, j'encours. C'est la concussion. J'encours les peines. Donc, il y a l'abus de fonction, il y a l'enrichissement illicite, il y a les recettes. L'enrichissement illicite est très important. Très important. Il y a les recettes aussi, il y a des gens qui recèlent l'argent, qui font les recettes pour les gens qui font le blanchiment. Ça, ils sont punis par la loi. Il y a la protection des témoins. Il y a l'entrave à la justice. Ça, c'est ce dont a parlé Maître tout à l'heure. Il y a la protection il y a même la dénonciateurs. Il y a même la non-dénonciation des infractions. Donc, celui qui voit une infraction qui ne dénonce pas, il encourt une peine. Une peine, oui, de 1 à 5 ans. S'il est lui à son tour dénoncé par quelqu'un d'autre. Si ça se justifie. Donc, tout le monde. C'est une diffamation. Donc, voilà, il y a la prescription, c'est normal.
5 ans. Voilà. Il y a des instances, donc il y aura des instances judiciaires, un magistrat anticorruption chargé de la On en poursuite. parlera plus tard. Maître, selon vous, quel est le meilleur moyen pour lutter contre ces phénomènes qui gangrènent les économies, qui gangrènent la société? Si vous permettez, je vais revenir tout à l'heure sur la corruption des agents publics. Il n'était pas question pour moi de généraliser. Il est évident qu'au sein de ce monde-là, il y a des gens certainement très propres. Mais il n'en reste pas moins que ce sont les agents publics qui gèrent les deniers publics. Ce sont les agents publics qui octroient des marchés, qui se prononcent sur l'octroi des marchés, sur les importations. Et Feu Mokhtar disait que à ces ministres, à partir du moment que vous avez accepté d'être ministre, éloignez-vous de l'argent. Mais si vous voulez continuer à avoir de l'argent ou à faire de sorte que vous ayez de l'argent, quittez votre poste ministériel. Ça ne va pas du tout ensemble. Malheureusement, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est hier, les hommes politiques ou les agents publics deviennent publics le jour et le soir, ils sont privés. Privés grâce à quoi? C'est peut-être aussi à cet enrichissement illicite qui permet de s'adonner à certaines activités commerciales, etc. Donc, la corruption des agents publics est la plus importante parce que c'est parfois le budget de l'État. On a constaté au niveau de l'Afrique que les importations autres coûtent 15 à 20 fois plus cher du fait justement de la corruption. Quant à la question, comment peut-on y remédier? Ni la société civile n'a une bague magique là-dessus, et je vous dis tout de suite que les remèdes qui ont été suggérés, préconisés un peu partout, n'ont pas donné les résultats escomptés. Il n'en reste pas moins qu'il faut d'ores et déjà éviter une culture de l'impunité. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et il faut que des sanctions, aussi bien au niveau de ceux qui sont corrompus que du corrupteur, cela va de soi. Il faut qu'il y ait un maximum de transparence dans l'octroi des marchés, dans les attributions des licences, dans les autorisations de tout genre, qu'il y ait le maximum de transparence. Il faut aussi et surtout qu'il y ait une justice qui repose sur des critères et des principes d'état de droit, qu'il y ait le respect de la magistrature, que celle-ci soit dotée des moyens lui permettant d'exercer sa fonction, mais qu'aussi le magistrat, parce que la magistrature, je suis un auxiliaire de justice, elle est aussi plus, je ne dis pas gangrénée, mais elle est concernée. Il y a la corruption, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut sanctionner le magistrat corrompu. Il n'y en a jamais un magistrat, à ma connaissance, n'a été sanctionné pour des causes de corruption. Il a été certainement muté, il a été sanctionné, il n'a pas bénéficié d'une promotion, etc. Mais pas pour la corruption. Comme si en fait il n'y a pas de corrompu. Cela est valable d'ailleurs pour l'administration. Donc il faut terminer avec la culture de l'impunité. Il faut que les organes chargés de lutte ou chargés du contrôle de la corruption soient des organes bénéficiant d'une certaine indépendance, comme la justice d'ailleurs, que ne continue pas quand même à subir l'influence de l'exécutif, que ces organes aient les moyens de faire leur travail, qu'il y ait les moyens humains aussi à son sein, qualifiés pour mener à bien ces contrôles qui sont parfois pas si faciles que ça, et qu'il n'est pas facile de détecter la corruption. Comme ça a été dit, elle est souterraine, elle est invisible. Il faut des gens vraiment bien armés pour pouvoir savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est une corruption? Ou est-ce que, d'ailleurs c'est synonyme, hein, trafic d'influence, la concussion, etc. Tout cela, en réalité, c'est plus ou moins, au détournement, c'est plus ou moins la même chose. Mais là encore, ces organes, à l'heure actuelle, malheureusement, qu'on les veuille ou pas, ne jouent pas leur rôle. Parce que d'abord, elles font des rapports qui revêtent un caractère confidentiel,
qui sont adressés aux supérieurs hiérarchiques, et en fin de compte, par la suite, on ne sait pas ce qui est advenu de ce rapport. On ne voit pas de suite. C'est valable pour l'IGE, c'est valable pour les inspections financières, c'est même valable pour la Cour des comptes. Au moment où on a besoin, où la population a besoin d'être informée de la suite donnée à ce type de rapport, de savoir qu'à un moment donné, des récalcitrants ou des récidivistes ou des corrupteurs ont fait l'objet d'une sanction. C'est nécessaire. L'opinion attend de cela. Elle attend qu'il y ait une sanction à la base de cet acte horrible, de cette souillure, de cet art qui est la corruption. Bon, moi je vais rebondir encore une fois sur ce que dit Maître, sur l'impunité, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le manque aussi d'enquête approfondie sur des affaires. Imaginons par exemple les affaires qui ont secoué le pays l'année passée, avec tout ce qu'il y a eu dans le trésor public de détournement qui touche les 7 à 8 milliards. Il y a certes une responsabilité technique, c'est-à-dire les premiers responsables, les percepteurs, mais il y a une responsabilité politique aussi. Parce que les percepteurs, ils se jouent des fonds qu'on leur envoie, qu'on leur mobilise à partir de Nouakchott. Après, quand on enquête, quand on fait l'enquête, on se rend compte qu'il ne peut pas y avoir, que ça ne peut pas se passer comme ça, et sur un temps aussi long, sans qu'il y ait une sorte, je ne dirais pas de complicité, mais quand même d'indulgence de la part des responsables du département eux-mêmes. Ça, cette enquête, par exemple, n'est jamais allée jusqu'au bout. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui se sont effectivement enrichis. Ça, on les voit. On voit les gens s'enrichir subitement parce qu'ils ont été nommés ou parce qu'ils ont été, comme l'a dit le député tout à l'heure, ils ont été promus députés ou parce qu'ils ont changé de statut subitement. Et donc, cet argent, ils vont le réutiliser aussi. Et là, je crois qu'il y a une arme que nous n'avons pas encore utilisée, c'est la réhabilitation de la compétence. Il faut réhabiliter la compétence. Une personne compétente, qu'elle soit un homme ou une femme, dans un poste où elle peut agir, où elle est préparée pour travailler, sera beaucoup moins corrompue, sera beaucoup moins prête à utiliser l'argent parce que son poste, sa situation, elle la doit qu'à elle-même. Donc, elle n'a pas besoin d'utiliser ces trucs pour l'ascension sociale, ces facteurs externes, l'argent, tout ça, pour sa situation. La compétence est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut mettre à côté de l'impunité. La réhabilitation de la compétence. Parce que nous sommes dans un pays où le poste, en fait, on estime que le poste qui nous échoue est un poste politique. C'est pourquoi vous voyez tout le monde faire de la politique. Et le jour où la politique ne sera plus une source de revenus, ça aussi, ça va jouer. Parce que si la politique ne devient pas une source de revenus, les gens vont aller à la production. Nous sommes un pays qui fait, une société qui fait à 98% la politique, mais qui ne produit pas. On passe notre temps à discuter entre nous, dans nos salons, etc. Et quand vous regardez les gens qui discutent, même dans les colloques, vous demandez lequel produit une tomate qu'il va manger, qu'il va acheter. Personne. On mange les tomates qui viennent d'ailleurs, viennent de partout. Mais on ne produit rien ici. Parce que les gens, la valeur du travail, la réhabilitation, il faut réhabiliter des valeurs. La valeur du travail doit être réhabilitée. La valeur de la compétence doit être réhabilitée. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire et qui doit être fait. Mais en moins de temps, il y a quelques années, je peux citer beaucoup de secteurs, mais il y a quelques années, ces secteurs étaient en déliquescence. Aujourd'hui, il y a des secteurs, par exemple, je prends, je ne sais pas, le concours aujourd'hui, les concours à la fonction publique. Vous n'entendez pas parler de corruption dans les concours. Pourtant, c'est toujours beaucoup de gens qui se présentent. Vous n'entendez pas parler de ça. Il y a des choses où, vraiment, il y a eu des choses qui ont été faites et facilement. Très facilement. Et je crois que la réhabilitation de la compétence est une chose essentielle dans ce que le pays peut faire et dans ce que le gouvernement peut faire. Abdelrahman, quel est le moyen le plus efficace pour lutter justement contre ce phénomène? Moi, je pense que le meilleur moyen de lutter contre... Je profite
dernières phrases d'Omer pour dire que le meilleur moyen de lutter contre la corruption, c'est que chacun s'adonne à son vrai travail. Ah oui. Que le politicien fasse la politique, que le commerçant fasse le commerce, que le fonctionnaire fait son travail de fonctionnaire, que chacun fait son travail et s'adonne à son travail, à sa vocation, sans se mêler des autres, sans vouloir. Parce que j'ai été interpellé une fois par un étranger qui est venu investir en Mauritanie, qui m'a dit qu'il est étonné parce que tout le monde parle de politique. Alors que normalement, le taux des gens qui parlent de politique, qui font la politique dans un pays, c'est de 3 à 4%. Alors que nous, le taux est avoisine de 40 à 50%. Donc tout le monde se mêle de politique. Et je pense que c'est le meilleur moyen donc, de lutter contre la corruption, c'est que chacun s'adonne à son travail. Bien sûr, il faut la vulgarisation. Il faut que cette loi soit vulgarisée. Il faut, comme l'a dit Maître Mine, qu'il y ait des sanctions. Le but de la loi n'est pas de sanctionner les gens ni de les mettre en prison. Le but de toute loi, c'est d'empêcher les gens de s'adonner à la corruption. Il doit être une arme, une menace qu'on ne souhaite jamais utiliser, mais il faut quand même qu'il y ait des exemples. Parce que si on a des lois où il n'y a pas d'exemple, c'est comme si on n'avait pas de loi. C'est comme si on ne veut pas appliquer les lois. Donc il faut appliquer les lois dans toutes les rigueurs, mais bien sûr en essayant d'expliquer aux gens, de faire vulgariser cette loi pour éviter, pour que les gens, on sait que la corruption ne peut pas être éliminée, ne peut pas être éradiquée à 100%. C'est un fléau mondial, comme je l'ai dit au départ, au début de l'émission. Donc, qu'on trouve partout dans tous les pays du monde, dans les pays les plus civilisés, les plus développés, et qu'on trouve aussi, malheureusement, de façon endémique dans les pays pauvres. Mais moi, je pense qu'en parlant de cette corruption, en parlant de cela, nous pouvons arriver à la limiter quand même à des proportions normales pour que nous soyons un jour dans le haut du classement de ces institutions internationales qui viennent faire des enquêtes. Et je pense que cette loi-là va beaucoup nous aider si on l'applique. Si on l'applique. Si elle n'est pas appliquée, c'est un papier, c'est des jolis papiers. On peut rester lettre morte. On va marquer juste une courte pause, après on discutera de l'entraide judiciaire, de la coopération internationale dans le domaine. Une courte pause. Public francophone et mauritanien vous propose une émission en langue française. Mise au point, rendez-vous régulier avec les téléspectateurs de notre chaîne. Votre émission Mise au point, bientôt sur El Mauritania. De nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Liqa Khas, consacrée ce soir à la loi relative à la lutte contre la corruption. J'évoquais tout à l'heure la coopération internationale, l'entraide judiciaire, mais Mohamed Val voulait intervenir. Oui, juste sur deux points. Parce que j'avais oublié d'ajouter à l'impunité, à la fin de l'impunité, au recouvrement de la réhabilitation de la compétence, la réhabilitation de l'autorité publique et le respect de l'autorité publique par les gens et de la parole publique aussi, parce que malheureusement, nous traînons avec nous depuis une vingtaine d'années une très forte suspicion vis-à-vis de tout ce qui est public. Et là, l'exemple qu'avait donné le député avec son étranger m'a rappelé une chose. J'ai rencontré il y a quelques années un homme d'affaires européen qui venait ici, c'est l'invitation d'un collègue à lui mauritanien, il devait investir avec lui. Et le Mauritanien l'a pris avec lui, ils sont allés sur l'une des routes de Mauritanie, à partir de Nouakchott. Mais le Mauritanien voulait tellement montrer à l'étranger qu'il était maître chez lui, qu'il ne s'arrêtait pas aux différents contrôles, aux différents postes de contrôle. Et il se contentait de lever la main et de passer. Et pour lui, c'est un signe de force, c'est un signe de... Et pour l'étranger, il n'était plus question d'investir dans un pays où l'autorité publique n'est pas respectée. Et il m'avait dit, pas question, pas question. Et ça rejoint un peu ce qu'avait dit Maître, c'est la justice aussi. La justice, il faut que la justice souffre véritablement. Et un pays comme la France, par exemple, son ministre de la Justice vient de déclarer l'état d'urgence dans la justice. C'est-à-dire qu'il déclarait que la justice est complète. Ça ne fait rien qu'un État décide un beau jour
de mettre tout sur la justice. L'année passée, on avait déclaré une année pour l'éducation. Faisons une année pour la justice, pour la réhabiliter un peu, pour l'assainir, pour qu'elle soit véritablement la justice. J'ai oublié quand même J'ai oublié moi aussi de vous poser la question sur le rôle de l'élite qui constitue les ulémas, les leaders religieux. Je voudrais surtout, j'ai oublié l'un des remèdes, du moins, une des dispositions qui a été adoptée il y a quelque temps et qui malheureusement n'a pas été appliquée et qui est quand même un des éléments qui est capable de pouvoir déterminer si corruption il y a ou non. C'est la déclaration des biens par les responsables. Il est évident que ça permet facilement de savoir si la personne ou le responsable politique, à quelque niveau que ce soit, a fait l'objet, a été corrompu ou non. L'enrichissement illicite. Malheureusement, cela n'a pas été pour autant très effectif, en tout cas. Maintenant, au niveau de la société civile, on ne peut pas exclure, loin s'en faut, les ulémas. Ils ont un rôle à jouer, d'autant plus qu'ils sont souvent écoutés. Et il est évident qu'ils doivent justement contribuer à cette sensibilisation sur l'importance que revêt le combat contre ce fléau. D'autre part, le député a dit qu'effectivement, elle est universelle. On la trouve partout. Mais toujours est-il que dans les pays développés, ils ont beaucoup plus de moyens, ce qui n'est pas le cas du nôtre ou des autres pays africains où les moyens sont limités. Et si on en prend une 10, 15, 20%, il n'en reste pas grand-chose. Mais ailleurs, ça passe à la limite. On ne se rend même pas compte qu'il y a effectivement corruption, si ce n'est que là. Mais là, ça a des effets beaucoup plus graves, tant sur le plan économique que sur le plan social, et que sur le plan évidemment moral, cela va de soi. Donc, ce n'est pas qu'elle soit universelle, mais qu'elle ait les mêmes effets ici et là. Non. En Mauritanie, ça a des effets dévastateurs, comme dans tous ces pays africains, et tout le monde aujourd'hui, les statistiques, le Transparence International, la Banque mondiale, tout le monde se pose cette question, que peut-on faire contre la corruption? Parce que tout le monde se rend compte qu'effectivement, malheureusement, les pouvoirs publics, le privé, qui contribuent à cela, il y a la corruption. Ils ont fermé. On ne peut pas s'en cacher, elle est là. Elle est là, elle existe. Et si on n'essaie pas de la combattre le plus tôt possible, elle risque alors qu'il y ait une vraie gangrène, un cancer, qui risque d'avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays, pour sa pérennité, pour son avenir, pour l'instabilité politique, tous ces pour l'équilibre sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps et ne pas sous-estimer cela et ne pas trouver des prétextes de bas salaire. Ça se comprend par ailleurs qu'il y ait corrompu, parce que les fonctionnaires vivent des difficultés, ils sont obligés d'arrondir les angles, ils sont obligés quand même d'accepter ce qu'on appelle le syndrome des petits pourboires ou de la petite corruption. Non, il n'y en a ni petite ni grande. C'est quelque chose qu'il faut réellement prendre à bras le corps et essayer de le combattre. Le rapport d'ailleurs de Transparence Internationale prouve que la corruption est partout dans le monde. Le pays le moins corrompu est le Danemark, le pays le plus corrompu est la Somalie, les États-Unis. Mais attention à ces rapports-là, parce que comment ils sont faits. Oui, moi, je prends l'exemple de la Mauritanie, comment il est fait. C'est très approximatif. Et les critères ne sont pas aussi scientifiques que ça. Venons à présent, monsieur le député, à la coopération internationale dans le domaine de l'application de la loi contre la corruption, notamment en ce qui concerne l'entraide judiciaire, l'échange d'informations, le recel des biens, le gel des biens mal acquis, etc. On a sorti un peu des instances judiciaires compétentes. Si vous voulez, si vous permettez, je vais... Oui, mais bien sûr. Donc, il est prévu un parquet général. Un pôle magistrat anticorruption chargé de la poursuite des infractions prévues par la loi est constitué au sein du parquet. Est-ce que c'est un parquet général qui est prévu, qui doit être mis en place, ou le parquet général existant? C'est un pôle qui sera institué
par le statut de la magistrature, c'est la magistrature qui va décider. Donc il y aura un pôle d'instruction anticorruption qui consiste dans le ressort de compétences territoriales de la Cour d'appel de Nouakchott, donc qui va couvrir tout le territoire de la Mauritanie. Et les instances de jugement, il est institué dans le ressort de la compétence territoriale de la Cour d'appel de Nouakchott un tribunal de première instance compétent en matière d'infraction prévue par la loi, la présente loi, et celles qui sont annexes ou inséparables. Sa compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est quand même un arsenal assez important. Parce que vous connaissez mieux que la loi que moi, je vais vous poser une question. Parce que j'ai peur. La tendance en Mauritanie, c'est que... Vous êtes là en tant qu'invité, pas en tant que... Oh, oui, je sais, mais je suis quand même un citoyen. Oui. Et c'est en tant que citoyen que je pose cette question. Nous sommes dans une société où quand je ne suis jamais, le Mauritanien n'est jamais dans la position de l'oppresseur. C'est-à-dire qu'il n'accepte jamais que la loi s'exerce contre lui. Il est toujours dans la situation de la victime. C'est-à-dire que si j'ai droit, par exemple, si je n'ai pas droit à avoir un lot de terrain, je vais tout de suite accuser les autorités compétentes de corruption parce qu'ils l'ont donné à celui qui a droit. Même si je sais que je n'ai pas le droit, mais je vais le revendiquer. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour limiter ce genre d'attitude qui est généralisée en Mauritanie? Personne, vous ne trouvez jamais quelqu'un qui plaide, même en politique, personne ne plaide coupable, jamais. On est toujours dans la situation de celui qui subit l'arbitraire, toujours, dans tout. Et donc, il y a de fausses choses qui vont avoir lieu, et ça, c'est quelque chose d'incontrôlable. La loi, elle est prévue pour les gens qui sont corrompus, qui corrompent. Donc les autres qui prétendent être victimes de la corruption, ça c'est bon, ça c'est s'ils se plaignent, il y a parfois il y a le code de procédure pénale, il y a beaucoup de travail pour les avocats. Il y a tout ça, tout est prévu par la loi. Tout est prévu par la loi. Ça t'en fait pas, Omer. Il n'y a pas beaucoup de clients accusés de corruption. Donc il y a quelque chose encore. On avait parlé tout à l'heure de l'atténuation de la peine, des gens qui dénoncent. Qui dénoncent les gens qui sont des gens qui ont corrompu ou qui sont corrompus. Ces gens-là, il est prévu pour eux un allègement de peine, sinon même carrément un sursis seulement, parce que l'amendement qui a été apporté ne donne pas au juge. Qui reconnaissent Non, celui qui dénonce une corruption et celui qui dénonce des corrompus ou des corrupteurs, et même s'il fait partie, même s'il a trempé un peu dans cela, il a quand même une atténuation de la peine jusqu'au sursis. Donc il ne sera pas emprisonné. Et donc ça, c'est pour encourager les gens à dénoncer ces faits donc, de corruption. Et je pense que il y aura pas mal de clients dans ce cas-là, parce que si on trempe dans une corruption et qu'on arrive à dénoncer le premier, donc ce sera le premier qui tire. Donc je pense que c'est pourquoi moi j'avais demandé que les juges quand même aient la faculté de... Mais bon, puisque la loi a été votée, donc on doit la respecter, on doit l'appliquer. Donc, en ce qui concerne l'entraide judiciaire, comme c'est une loi concerne tous les pays du monde, il est prévu que les pays qui sont signataires de cette loi-là, cette convention, donc s'entraident pour rapatrier les biens qui sont mal acquis, qui sont détournés par les agents publics ou autres du pays demandeur. Donc il faut qu'ils établissent, donc après un jugement et tout ça, il faut que ce soit établi par un tribunal compétent. Et je pense que c'est une entraide entre les États. Entre les États. Oui, c'est réciproque. C'est la réciprocité. Exactement. Alors celui qui détourne... En fonction des accords. Comme celui qui détourne dans un pays donné n'est pas impuni dans l'autre pays, donc il va être poursuivi. Et les biens seront gérés et rapatriés donc, à l'État qui est victime donc, de ce délit-là, de cet acte. Et je pense que c'est très important. Et les pays occidentaux ont déjà commencé parce qu'on a vu pas mal de biens gérés ces dernières années. Donc ils ont commencé déjà à gérer les biens mal acquis. Ça ne touche jusqu'à présent que les Africains. Bon, malheureusement, c'est... Oui. Que les faibles, quoi.
Malheureusement, c'est... Maître Mine, je crois que vous êtes précurseur de la société civile, je veux dire. Non, il est président de publier ce que vous payez. Oui, il est concerné. Je sais, vous êtes précurseur en ce sens que, avec les organisations de la société civile, de par le monde, vous échangez des informations publiées. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans ce cas précis? Absolument. Ceci étant, bon, les dispositions relatives à l'entraide judiciaire, en fait, on a repris les mêmes dispositions qui existent dans la Convention internationale contre la corruption. Elle existe. Donc, c'est devenu des standards internationaux. Tous les pays, d'une façon générale, ont tendance justement à intégrer cela dans leur arsenal juridique. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ça va donner une certaine effectivité de cette loi. Là, c'est un autre débat. Et nous, en tant que société civile, il est évident que nous sommes en rapport avec toutes ces organisations internationales concernées par le phénomène de la corruption. Qu'il s'agisse de la Transparency International, qu'il s'agisse de ETI, qui a un comité en Mauritanie et dont Mohamed Oual est membre, qui s'intéresse aux industries extractives. Et à ce niveau-là, il n'y a pas la petite corruption. On peut la qualifier, il y a la grande corruption qui concerne alors, malheureusement, parfois des centaines de millions de dollars qui échappent à l'État mauritanien, aussi au niveau de la fiscalité, au niveau des déclarations, etc. C'est ça, en fait. Donc, c'est dire que ça nous concerne à plus d'un titre et nous sommes très attentifs. Nous recevons des informations, d'autres d'ailleurs, nous aussi. Nous transmettons des informations, soit qui nous sont sollicitées, parce que, bon, des organisations qui nous demandent, nous avons eu écho d'un certain nombre de pratiques ou d'actes de corrupteurs extrêmement graves. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer, etc. Et vice-versa. Il y a des échanges à ce niveau-là. Et heureusement d'ailleurs, que la société civile aussi, elle est aussi globale, elle est générale, elle est un peu partout. Et surtout très active dans les pays occidentaux de plus en plus. Et nous recevons donc des informations, comme nous recevons parfois certaines expertises, même de la part de certains éléments de cette société civile, pour décortiquer, pour savoir exactement la véracité de telle ou telle déclaration portant sur des chiffres, des productions, voire des prix de vente, etc. Et donc, il y a incontestablement une certaine coopération au niveau de la société civile et nous jouons modestement notre rôle à ce niveau-là. Oui, nous dénonçons parfois les actes de corruption qui se sont avérés ici. Nous informons sur un certain nombre de pratiques, etc. La société civile à un niveau plus grand, plus important. Publier ce que vous payez est en rapport avec les grands réseaux internationaux et nous avons eu écho d'un certain nombre de pratiques qu'on qualifie peut-être pas en tout cas orthodoxes de la part de Taziest, et nous avons directement demandé à Taziest de nous donner des informations sur la question et on n'a pas eu d'écho. Il a fallu que nous demandions au réseau international de publier ce qu'on paye au niveau du Canada pour que ce réseau prenne contact avec la maison mère. Et en ce moment-là, ici, la succursale ou la filiale nous a donné des informations. Bon, toujours est-il que malheureusement, compte tenu parfois de l'absence de ressources humaines, d'expertise, la société civile n'a pas la possibilité de pouvoir réellement connaître la véracité des déclarations ni l'exactitude de ce qui est avancé sous une forme ou sous une autre. C'est valable par exemple pour les études d'impact environnemental qui sont faites obligatoirement par une société minière ou pétrolière et que c'est plus de 400 pages. L'État, il a ses services certainement compétents et nous, on nous demande bon, qu'est-ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que nous pouvons penser. On ne connaît pas, on peut pas, on n'a pas du tout l'expertise pour savoir exactement ce qu'il en est. Et donc,
Mais une fois de plus, les réseaux de la société civile coordonnent, s'informent mutuellement et sont très, très vigilants et très attentifs à tout ce qui concerne particulièrement ce fléau qu'on appelle aujourd'hui la corruption. Bon, je n'ajouterai rien parce que c'est les deux personnes les plus indiquées pour en parler. Tout simplement pour dire qu'il y a une conscience de plus en plus universelle. Moi, j'ai peur, comme j'ai dit au début, je suis toujours suspicieux quant aux bonnes intentions, surtout des grands organismes internationaux financiers, particulièrement, parce que je crois qu'ils ont joué un très grand rôle dans la corruption des mœurs et surtout dans l'élite du tiers-monde en général. Et je connais le cas de la Mauritanie, je sais que les grands pourvoyeurs de fonds, les grands partenaires techniques et financiers, particulièrement les multilatéraux, ont joué un très grand rôle. Au moins, on laissait faire, alors qu'ils ont vu les gens s'engraisser de leur financement pendant des années et des années sur le dos en profitant des ajustements structurels. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas agir sur le plan international, et j'y reviens, c'est la mentalité. La mentalité des gens, la société elle-même. Cher maître et mon député préféré, nous savons tous que chaque jour, l'un de nous, quand il est chez son frère, quand il est chez lui, quand il veut amadouer un enfant, le geste le plus anodin, c'est de tenir la main comme ça fermée et de lui dire « Viens, viens, il y a un bonbon ici, ou il y a de l'argent ici, viens, viens, viens ». Et quand il vient, il n'y a rien du tout. Je lui ai menti et en même temps, je l'ai corrompu à son âge. Je lui ai appris deux choses, le mensonge et la corruption. Et ça, c'est des gestes anodins qu'on apprend très tôt, et chacun de nous les a déjà fait. C'est pas quelque chose que dans notre société, c'est tout à fait normal. J'ai parlé de graisser la barbe, mais graisser la barbe, effectivement, au début, c'était un peu pour dire, en général, les grands barbis, c'est les grands marabouts, il faut leur donner des petites choses, etc. C'était un jeu. C'est plus que... Mais aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est généralisé. C'est-à-dire, on dit, c'est devenu une expression qui veut dire que je lui ai donné quelque chose pour qu'il me permette de faire ce auquel je n'ai pas droit. Absolument. Et là, il faut se battre contre cet ancrage social-là. Pour moi, c'est d'abord ça. C'est un peu la presse. C'est un peu la presse, bien sûr, elle joue un rôle, c'est un peu tous les vecteurs d'opinion. Je sais qu'il y a des corps parce que je suis journaliste, je vais dire les journalistes, je vais dire les avocats parce que les avocats sont là. Les enseignants. Absolument. Ça, c'est des gens, non, mais c'est des gens qui ont joué un rôle très important et très actif dans la corruption ambiante en Mauritanie. C'est des gens qui ont joué un très grand rôle dans l'appauvrissement de l'État en Mauritanie, avec la justice. Parce que l'État, il va à la justice, il n'a jamais battu, il n'a jamais remporté une affaire. Jamais. Jamais. C'est extraordinaire. Voilà, je crois que le temps que nous est imparti touche à sa fin. Si vous avez quelques mots à dire à propos de cette loi, monsieur le député. Moi, je pense que il y a un petit point que je voulais ajouter. En ce qui concerne les dispositions finales, il y a quand même un petit pourcentage de 10% des biens remboursés confisqués au titre de la personne, la présente loi qui est affectée aux structures et organes chargés de la détection, la poursuite, l'instruction et le jugement. La même préférence est accordée aux personnes qui informent et permettent de détecter des infractions prévues par la présente loi, parce qu'il faut un peu, il faut quand même que les gens qui vont sacrifier donc soient un peu récompensés. Ça, c'est le côté matériel. En ce qui concerne la loi, moi je pense que c'est une bonne loi, mais son application, c'est son application qu'on doit regarder maintenant. On doit s'attendre à l'application. Donc l'application ne dépend pas du gouvernement seulement, ne dépend pas du Parlement non plus seulement, mais aussi de la société civile, des fonctionnaires, de la justice, des imams, tout le monde, de toute la société mauritanienne. Il faut qu'on se mette dans la tête
une bonne fois que la corruption elle est interdite par le Coran, par l'islam, et elle est aussi nuisible au développement de notre société, à l'avenir de nos enfants. Et je pense qu'en vulgarisant cette loi, on pourra arriver quand même à supprimer déjà la haute corruption, la grande corruption, qui est très dangereuse, comme je dis, et essayer de limiter tant soit peu la petite corruption. Je pense que, bon, pour la corruption, le combat contre la corruption n'est pas une fatalité, loin s'en faut. On peut la combattre, mais cela suppose qu'il y ait d'abord l'exemplarité, c'est nécessaire. Il faut que ceux qui sont les premiers concernés donnent l'exemple, d'une part. D'autre part, il faut que tout le monde prenne conscience de l'ampleur de la maladie, de la pandémie, et que si toutefois, tous ensemble, on ne se mobilise pas pour la combattre, les conséquences, tant sur le plan économique, politique et social, sont extrêmement graves et, à la limite, peuvent remettre malheureusement en cause l'existence même du pays. On combat l'environnement, on combat les problèmes d'aridité, on combat le sida, on combat. Mais la corruption, elle aussi, mérite d'être vraiment combattue et par tout le monde, parce que tout le monde, à quelque niveau que ce soit, est responsable. Et tout le monde, comme l'a dit Mohamed Wal, à un moment donné, au niveau de nos pratiques sociologiques, a fait un acte de corruption. Et essayez tous de voir comment peut-on la combattre sans avoir l'illusion de pouvoir l'éradiquer du jour au lendemain. Pour ne pas dire peut-être on ne va jamais l'éradiquer, mais on limite au moins les dégâts et les dégâts les plus importants, surtout au niveau économique et politique. Ahmed Fall, si ce n'est pas une forme de corruption, je vous donne le dernier mot. Ah oui, merci, mais je ne vois pas les services que je vous rendrai en échange. Par contre, je reviens surtout sur le caractère social, le caractère culturel, la lutte, le combat qu'on doit mener sur ce plan-là. Je crois que la loi en elle-même est une très bonne chose. Elle englobe tout, elle a tout embrassé, mais il reste, comme l'a dit le député, il reste son application et surtout la volonté de tout le monde de vouloir profiter de ces lois, parce que les lois s'usent quand on ne s'en sert pas. Voilà, on termine sur cette note optimiste de l'application de la loi. Le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Un grand merci aux équipes techniques qui ont assuré la mise en onde et la réalisation de l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un rendez-vous prochain. Au revoir et à la prochaine fois.